Tout de suite, nous allons appeler ici même M. Ebang Ondoei, vice-président du tribunal de Libreville. Mesdames et messieurs, chacun en ses rangs et qualités, recevez mes salutations. Pour nous, c'est une aubaine que d'avoir autant de jeunes à portée de voix. En dehors de ce que nous faisons dans notre magistère, c'est une ou deux personnes qu'on peut sensibiliser, le temps d'une audience ou d'une instruction. Mais autant de jeunes à portée de voix, nous n'avons pas d'autres tribunes que nos prétoires. Donc acceptez donc qu'on se parle franchement, puisque vous-même vous avez dit l'arbre à palabre. Donc on se parle franchement. Un grand homme, Martin Luther King, on a fait une compilation de ses sermons. On a regroupé, on l'a intitulé « La force d'aimer ». La force d'aimer. Et là-dedans, il nous renseigne sur ce que une nation qui passe sur les questions de sa jeunesse comme chat sur braise achète à crédit sa propre mort spirituelle. Et c'est le mérite de monsieur le délégué national et qui accepte que je fasse chapeau bas à son endroit parce qu'il a le mérite d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Qu'on ne s'en cache pas, la société gabonaise est menacée. Menacée parce que la nation elle-même elle est touchée dans sa prunelle. La jeunesse est la prunelle de la nation. Vous êtes le lieu de nos espérances, le lieu privilégié de nos espérances. Alors, pour arriver à relever, il faut être debout. Et comment vous allez arriver au bout du rouleau? Faites une observation dans la rue, vous regardez, vous ne verrez jamais de jeunes gens, c'est difficile, avec des biceps saillants. On a 17 ans. Non, tout le monde a le visage émacié, le faciès tabagique. Et ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. Ah donc, ressaisissez-vous, parce que les premières victimes même de la toxicomanie, à mon avis, ce sont les policiers et les acteurs des services judiciaires. Les premières victimes, c'est nous. J'ai eu le malheur d'être juge d'instruction à un moment donné de ma carrière, mais il y a des faits qui m'ont marqué à vie. Un jeune homme de 17 ans, il entre dans la chambre de sa mère, armé d'un couteau de table, et il dit aujourd'hui, maman, là où papa vient, là moi aussi je vais essayer. Sa propre mère. Fort heureusement pour cette dame-là, au même moment, le mari entrait. Donc les deux parents ont fait bloc, ils l'ont neutralisé, ils se sont transportés au tribunal avec pour toute pièce à conviction le collant de la mère, à moitié déchiré, par le fils, parce qu'il entendait copuler avec sa mère. Mais au cours de l'entretien, mais monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, monsieur le juge, j'ai fumé. Il dit, mais vous n'avez pas fait que fumer, il y avait autre chose. Là-dedans, ici j'ai vu le panel ça c'est les drogues qu'on connaît, hein? Mais ce qu'on vend à la pharmacie, les antidépresseurs, les mantam, les pions. Non seulement ça vous bousille le système nerveux central, généralement on s'arrête. Le meilleur ennemi de la réussite, c'est la drogue. Retenez-le, prenez l'équation, elle est simple. Pour que je réussisse dans la vie, je ne dois pas me droguer. Parce que le corollaire de la toxicomanie, c'est l'échec social. Vous n'arriverez à rien. Vous n'arriverez nulle part. Donc, en termes de, je ne dirais pas prévention, mais de peine alternative à la peine d'emprisonnement,
nos parents nous ont dit que la jeunesse était sacrée. Mais vous, vous êtes nos enfants. On commence à penser que vous n'êtes plus sacrés. On commence à le penser. Donc, nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui édictent les lois aux mécanismes alternatifs à la peine d'emprisonnement. Donc, ce qui veut dire très simplement que, au lieu de vous envoyer, comme s'en offusque Madame le juge, au lieu de vous envoyer à Gros Bouquet pour un joint, eh bien, on peut vous envoyer au camp Issa. Pour une semaine. Pour une semaine, vous allez courir toute la semaine. Vous allez faire les pompes. C'est une peine. On vous enverra à Sauvog. Et sans masque, hein, vous allez faire toute la ville derrière le camion en train de ramasser les ordures. Voilà les peines alternatives. Ou bien on vous dit, nous on doit bitumer la route de Nkembo. Bon, monsieur, on vous a trouvé détenteur de 1 kilo d'herbe sèche de cannabis. Bon, ok, vous avez là 1 tonne de ciment, un camion de sable et du gravier. Vous faites-nous les pavés, 1000 pavés. Donc on va arriver à ça, puisqu'on a compris que cette prison-là ne sert plus à rien. Non seulement elle est surpeuplée, mais elle n'a plus l'effet. La peine d'emprisonnement n'a plus l'effet escompté en ce qui concerne les jeunes et le type de délinquance liée à la toxicomanie. Autre et dernière chose, comprenez que cette nation attend beaucoup de vous. C'est bien de juger ses parents. Oui, vous êtes juge, jugez vos parents, mais faites l'effort d'être un jour parent. Donnez-vous les moyens, vous, un jour d'être parent et faire mieux que son père. Parce que la meilleure façon de corriger son père, c'est de faire mieux que lui. Je le dis à mes enfants, moi, mon père est instituteur, un instituteur retraité. Moi, je suis magistrat. J'ai fait mieux que lui, en ces termes-là, encore que je n'ai pas encore fait ce qu'il a déjà fait. Mais vous, après magistrat, vous serez quoi? Qui peut aller au-delà, là? Donc, faites au moins l'effort d'arriver là où je suis. Donc, nous commençons à nous poser des questions, nous qui sommes vos parents. Est-ce que c'est nous qui sommes inaptes à vous donner l'éducation qu'il faut? Est-ce que vous êtes nés avec une ontologie particulière qui fait que c'est des enfants particuliers? On ne peut rien leur donner comme éducation décente. Non, nous avons confiance en vous. Nous vous faisons confiance, nous vous demandons simplement de vous ressaisir parce que l'avenir de cette nation est entre vos mains. Je vous remercie. Voilà, merci à vous, Monsieur Ebang-Ondo Eyi. Nous allons tout de suite passer, et sans tarder, à la phase des questions-réponses. 30 minutes. Ils sont 4. Bonjour. Daryl Ekorizok. Ma préoccupation est la suivante. Dans le monde, nous avons des pays comme les Pays-Bas, la République tchèque, l'Uruguay, le Portugal, l'Espagne, les États-Unis. Alors, ces pays développés ou émergents ont dépénalisé la consommation du cannabis. Pour ces États, la dépénalisation servirait à encadrer la vente et la consommation, ce qui permettrait finalement de mieux surveiller les fumeurs et de les réguler et de concentrer les amateurs de cannabis dans certains endroits. La dépénalisation de la consommation du cannabis au Gabon, est-ce que vous y pensez? Si oui, pourquoi on n'y penserait pas? Je vous remercie. Une autre question? Bonsoir. Je suis Mekomedem Franklin, étudiant en psychologie à l'UOB. Ma question est la suivante, ou mes questions. Sur le plan statistique, quelle est l'évolution de la consommation de la drogue des adolescents au Gabon? Parce que cette question, non, apparemment, c'est marqué au panel 2, mais ça n'a pas été évoqué.
Et par quel procédé scientifique a-t-on établi la responsabilité de la consommation des drogues dans le déséquilibre de la famille? Merci. Merci. Freddy Jordan Doutoum. Je vais parler ici d'un fils à ses mères. Parce que toutes ici ont intervenu, elles ont parlé en tant que des mères à leurs enfants. On a évoqué plusieurs raisons sur la consommation des drogues. Mais est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire qu'en fait la consommation des drogues est due à un échec parental? Finalement, est-ce que repousser les amis parce qu'un enfant se livre à la drogue est la meilleure solution? Quelles sont les réelles motivations d'un enfant lorsqu'on sait qu'il a peut-être tout reçu de ses parents? Entre autres, les parents aujourd'hui donnent-ils toujours tous les outils nécessaires pour ne pas se lancer à ces drogues-là? Je vous remercie. On va prendre une dernière pour cette première vague de questions. Dernière question. Nganga Jordan Samuel, étudiant à l'université. Parlez fort, s'il vous plaît. Nganga Jordan Samuel, étudiant à l'université de Moncton au Canada. Je voulais dire que la dépendance de la drogue est due pour une partie à la vente de celle-ci. J'aimerais savoir si les producteurs sont traqués de la même manière que les consommateurs. Parce que cette question est posée du fait que certains producteurs sont puissants financièrement, ce qui fait d'eux dans certains mondes des intouchables. Et